Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre ce matin pour un nouveau webinaire avec Seed Legals et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir deux belles personnes qui vont partager tout leur savoir-faire et leurs connaissances sur le sujet de la levée de fonds et notamment des indispensables pour bien se préparer à lever des fonds. Et on est ravi d'accueillir Alison Imbert qui est principale au fonds d'investissement Partech, notamment dans la division et spécialisée sur les investissements early stage, pré-seed et seed. Donc, salut Alison, je te donnerai la parole pour te présenter en 2 mots tout à l'heure et aussi comme cofondateur de Horus, une néo-assurance, professionnelle, donc pour vos besoins et vous protéger vous en tant qu'entrepreneur, sur, votre activité et qui a justement, levé des fonds il y a peu de temps. Tu avais aussi travaillé, chez Partech avec Alison notamment et donc on sera très content de bénéficier de ton savoir-faire, tes connaissances, et pareil de ton côté Alison sur cet aspect et les indispensables pour lever des fonds. Pour me présenter peut-être d'abord, en 2 mots, donc moi je suis Florent Artaud, country manager France de Seed Legals. Je m'occupe ici de du marché français et de l'équipe française et Seed Legals, en 2 mots, c'est une plateforme qui permet de générer tous les documents juridiques liés aux opérations sur le capital, que ce soit du financement sous forme de BSAR, d'augmentation de capital, que ce soit aussi sur la gestion de votre actionnariat, que ce soit également sur tout ce qui est partage du capital avec vos salariés, mise en place de plans de BSPCE, ou avec des advisors, avec des BSA. On vous aide sur toutes ces questions et c'est la raison pour laquelle ce matin, on est très content de pouvoir partager justement les connaissances de nos panélistes avec Com et Alison sur ces indispensables pour préparer la levée de fonds. Avant de vous passer la parole et vous présenter en 2 mots, comme vous le savez aussi, webinaire Zoom, vous pouvez parler avec nous sur le chat. Donc là, il y a Stéphanie qui nous a dit bonjour. J'ai dit bonjour à Stéphanie, mais bonjour tout le monde. Hop. Donc n'hésitez pas aussi à présenter en quelques mots votre projet sur le chat. Vous avez vu la discussion. Si vous avez les moindres questions, c'est l'occasion de pouvoir partager justement avec nous trois ce matin. C'est l'idée hein, qu'on rende aussi ce webinaire le plus interactif possible et qu'on réponde à vos questions évidemment. Vous avez des experts là sur les sujets qu'on va aborder ce matin et donc saisissez l'occasion de pouvoir y participer. Vous pourrez après derrière bien sûr en parler avec nous, que ce soit par message, via LinkedIn ou autre. Mais bref, voilà l'idée, vous connaissez la logique du webinaire. Et maintenant, je te passe la parole à Alison après cette introduction. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ah non, mais merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alison Imbert. J'ai rejoint Partech il y a maintenant 5 ans dans l'équipe de Seed. Donc, un mot sur Partech. Donc, on a un fonds de VC qui fait un peu plus de 2,5 milliards, bientôt 3. Et on a donc des fonds de Seed, enfin, pré-Seed, Seed, Venture, Growth, un fonds dédié à l'Afrique. Et on est en train de monter un nouveau fonds Impact. Et donc en seed, nous, on investit aussitôt qu'il y a une bonne idée des bons fondateurs, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir éventuellement un produit. Et ce qu'on aime surtout, c'est être assez hands-on et aider beaucoup les fondateurs sur trouver ce fameux product market fit, les aider dans tout ce qui est company building, qui va être un des éléments clés quand on passe de des fondateurs à quelques employés, et les préparer au mieux à la série A et toute la suite de la boîte, parce qu'en général, on les accompagne quand même dans la durée. On n'est pas là pour faire uniquement le 0 à 1. Voilà. Du 0 à 1, du 1 à 2, et même plus encore avec toutes les connaissances que vous avez, avec la maturité des différents fonds, comme tu l'as dit. Et ben, en tout cas, on est très content de t'avoir ce matin avec nous parce qu'il y a plein de choses et plein de tips que tu pourras nous donner avec ton point de vue investisseur. Et on a également ton point de vue à toi comme entrepreneur, même si tu es passé aussi par la case investisseur. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, pareil, ravi de pouvoir participer à ce panel. Donc en 2 mots, moi je suis l'un des cofondateurs d'Horus. Chez Horus, on essaie de créer une assurance qui soit aussi simple et utile que possible pour les professionnels, donc potentiellement pour vous, donc de vous accompagner sur tous ces sujets qui peuvent être un petit peu complexes. Et avant ça, comme tu l'as dit, j'ai passé 5 ans dans un fonds d'investissement qui s'appelle Partech, donc j'ai eu la chance de travailler avec Alison dans mes premières années. Donc voilà, ravi de pouvoir partager cette expérience-là du mieux possible pendant ce webinaire. Et en plus, tu as eu l'occasion de lever des fonds, là, il n'y a pas si longtemps. Et on a levé des fonds, effectivement, on a fait un tour de seed avec, entre autres, Partech, puis d'autres fonds, First, Portage et une vingtaine de business angels. Donc une levée de 5 millions qu'on a annoncé il y a environ un an, c'était en juillet dernier.
Et c'est du coup parfait pour pouvoir partager ton expérience avec le point de vue côté entrepreneur, avec ton point de vue, Alison, côté investisseur. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit ce matin, bah, on allait se regrouper tous les trois pour partager ensemble sur la thématique de quels sont ces indispensables pour bien préparer sa levée de fonds, notamment à un stade assez jeune où on se dit justement, on n'a peut-être pas encore ce product market fit dont tu parlais, Alison. Donc, qui est quoi? Qui est juste, bah, on a un problème, une solution qu'on veut adresser à un marché. Et il y a des clients qui sont prêts à pouvoir les acheter et ça commence à fonctionner, à générer du chiffre d'affaires et petit à petit à prendre. Et donc, bah, là-dessus, quelles seraient les questions à se poser et les indispensables? Bah, d'abord, il faut se préparer. Donc si on parle de ce premier point sur, la préparation, bah, comment justement, préparer tout ça? Et ben, je vais commencer peut-être par, toi, Com, en Ouais. termes de questions sur, bah, comme tu l'as dit, hein, toi, donc tu t'es lancé. C'est intéressant de savoir, bah, comment tu as peut-être eu l'idée, même avant de se lancer sur, la question des indispensables, de préparer sa levée de fonds. D'abord, il faut peut-être avoir une idée, hein, il faut au-delà de l'idée, parce qu'une idée, c'est pas grand-chose, se dire: «OK, comment on la met en place?» et comment aussi on arrive à créer une équipe, assez Ouais. complémentaire. Et là, d'ailleurs, tu as un point intéressant à partager parce que, bah, vous étiez 2, mais pas de CTO, mais je te laisse nous en dire plus. Ouais, mais merci. Je peux peut-être commencer effectivement par ça. Alors moi, c'est un petit peu particulier comme parcours parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé par le VC et donc c'est là que j'ai rencontré Tom aussi, qui est l'un des autres cofondateurs, donc qui était dans l'équipe de growth, donc de late stage, qui faisait les gros tickets, les gros deals, là où moi je travaillais plutôt sur la série A et B. Et en fait, on était tous les deux en charge de la thématique fintech et insurtech dans nos équipes respectives. Donc on a analysé ces marchés en profondeur, on a étudié les besoins, regardé les segments qu'on trouvait les plus intéressants, les produits les plus innovants, etc. Et on a réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'innovations sur le B2C, que c'était très facile ou de plus en plus facile en tout cas, de souscrire une assurance auto, habitation, pour les chiens-chats, enfin voilà, qu'on pouvait avoir des produits en ligne adaptés, flexibles sur ces segments-là. Et qu'en revanche, en tant que petit professionnel, c'était toujours extrêmement compliqué. On y reviendra, mais parce qu'il y a des produits très variés, des risques de plus en plus importants. Et donc, c'était encore très complexe de trouver la bonne assurance au bon moment avec les bonnes modalités. Donc, c'est après avoir creusé toute cette thématique-là qu'à un moment, on s'est dit avec Tom, écoute, voilà, on aimerait bien voir une entreprise sur ce marché. Et donc, comme on l'a pas trouvé, on va essayer de la construire nous-mêmes. Donc, voilà, c'est un cheminement parmi d'autres, mais c'est comme ça que nous, on a eu cette idée-là. Et pour revenir un petit peu sur la préparation, je pense qu'il y a un peu deux choses. Il y a un peu les prérequis, les fondamentaux, comme tu le disais, puis ensuite il y a la préparation en tant que telle avant le roadshow. Donc je pense qu'on peut peut-être le séparer comme ça si ça vous va. Donc dans les prérequis, la première chose que tu as mentionnée, qui je pense est le point essentiel, c'est déjà d'avoir la bonne équipe, les bons cofondateurs. On dit souvent que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comme se marier. Je ne sais pas si l'analogie est bonne, mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'engage pour très longtemps. C'est des histoires qui peuvent durer, on l'espère, 5, 10, 15 ans, voire plus. Donc c'est vraiment un engagement de très, très, très long terme. Et donc, pour faire ça, il faut s'assurer de le faire avec la bonne personne parce qu'il va inévitablement y avoir des hauts, des bas, des complexités, des challenges à relever. Et donc, je pense que c'est le premier point sur lequel il faut porter beaucoup d'attention. C'est pas juste de prendre quelqu'un qu'on aime bien, avec lequel on s'entend bien, mais aussi quelqu'un avec lequel il y a une vraie complémentarité, avec lequel on peut vraiment travailler. Et donc là-dessus, je pense que c'est quelque chose qu'on a pris beaucoup de temps à faire déjà avec Tom, même si on se connaissait très bien, de se dire, voilà, au-delà du fait qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans, qu'on se connaisse, qu'on soit amis, quelle est la complémentarité des compétences qu'on a, et puis quelle est aussi notre compréhension commune, l'alignement qu'on veut avoir sur la vision, etc. Parce que c'est très, très, très important de se dire, bah voilà, quelle est notre ambition, à quel moment on estime qu'on a réussi, quelle est la charge de travail qu'on est prêt à supporter, quel est le type de culture qu'on a envie de mettre en place. Toutes ces questions-là qui sont souvent un peu omises dans la folie du lancement ou en tout cas dans l'excitation du lancement, je pense que c'est quelque chose de très, très important à mettre en place. Et si je peux donner enfin en tout cas un conseil qui nous a servi là-dessus, c'est que malgré le fait qu'on se connaissait très bien, on avait fait deux choses. La première, c'est qu'on avait rempli un cofondateur questionnaire de 50 questions qui allait vraiment dans le détail de chacun de ces éléments-là, combien on voudrait se rémunérer, quelle est notre vision, quel rôle on veut avoir, comment on veut répartir l'equity, etc. Donc vraiment mettre tous les sujets sur la table dès le début, même si on se connaissait très bien. Et deuxième chose, et on vous y reviendrait peut-être plus tard, on avait fait un premier pacte d'associés très léger, hein, vraiment avec des termes enfin sur Word, mais juste pareil, pour mettre les discussions difficiles, de dire qu'est-ce qui se passe si l'un de nous doit partir, à quel moment on estime qu'on est plus satisfait, etc. Donc voilà, c'est un premier point, mais qui je pense est absolument indispensable, c'est d'avoir la bonne équipe fondatrice et de creuser ce point-là avant même de se lancer.
Clairement. Je rebondis juste sur Vas-y, vas-y. ce point, effectivement, du pacte d'associés entre vous, fondateurs. C'est clair que c'est essentiel. Surtout parce que le pacte d'associés, généralement, on peut se dire, il arrive quand il y a d'autres investisseurs qui vont investir. On va en parler aussi en détail avec toi, notamment Alison. Mais avant ça, il peut s'en passer des choses, comme tu viens de le dire, comme s'il y a un départ, ben, effectivement, on fait quoi justement des actions qui sont détenues par l'associé, donc le fondateur ou la fondatrice qui part. Ça, c'est effectivement à prévoir, à anticiper et à avoir dans un pacte d'associés entre fondateurs. Ce qu'on permet de faire, évidemment, sur ces Legals, petite parenthèse promo, et donc qui vous aide justement à structurer cette partie, mais en la refermant tout de suite. L'autre point sur lequel je rebondirai, et c'est pour toi, Alison, et c'est hyper intéressant de voir, parce que quand tu investis en seed, surtout ce qui compte, c'est l'équipe fondatrice. Et donc les signaux qui soient faibles ou justement qui soient peut-être rassurants, dont parler comme sur la capacité de l'équipe à être une équipe qui pourra durer sur du long terme et qui pourra aussi exécuter le plan et cette idée, c'est des éléments ultra importants pour toi en tant qu'investisseur. Ouais, complètement. Alors, on n'a peut-être pas une liste de 50 questions de notre côté, Ouais. mais en tout cas, on a vraiment des détaillés. On a notre framework en interne sur lequel on itère et qu'on perfectionne d'année en année pour justement voir le founder fit, quoi. Parce que il y a entre eux, donc déjà cette complémentarité, s'assurer qu'ils sont bien alignés dans l'ambition, parce que si à un moment donné, ça peut être théorique, hein, mais quand on a une offre, j'en sais rien, voilà, 50 millions, est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on va chercher le milliard et c'est des risques et c'est des décisions qui sont très difficiles. Et bon, et de toute façon, on ne sait jamais vraiment comment on réagit une fois tant qu'on l'a pas. Mais en tout cas, on essaye énormément de poser les questions un peu difficiles. Je pense que tous les VC d'ailleurs ne le font pas, mais ça permet de voir un petit peu, voilà, est-ce qu'on est d'accord sur les enjeux, est-ce qu'on est d'accord sur l'ambition, sur ce qu'on veut en faire de la boîte. Après, il y aura la vraie vie, mais cette discussion, elle est assez saine de prime abord. Et dans un fond surtout qu'on fait du pré-seed où il n'y a rien dans la vie de la boîte, passer du temps avec les fondateurs et comprendre pourquoi ils font ça. Est-ce que, je vais caricaturer, mais est-ce qu'ils ont vu l'idée aux US et ils veulent l'importer ou est-ce qu'en fait, ils ont creusé le secteur pendant je ne sais pas combien d'années, ils en sont complètement passionnés et tous les matins, ils adorent regarder tous les contrats d'assurance et s'assurer que tout est nickel. Donc, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes motivations et c'est pas en une demi-heure ou une heure de discussion qu'on peut le voir. Donc, nous, on va vite dans nos timings, mais on essaye quand même d'aller en profondeur et d'avoir toutes ces bonnes discussions et qu'eux puissent aussi nous poser nos questions. Voilà, c'est quelque chose qui est assez Et important. est-ce que tu peux me donner un exemple de red flag vraiment, ou en tout cas de signal qui t'a fait dire: «Ah bah là, en fait, dans cette société, on va pas y aller», parce qu'il y a vraiment des signaux comme quoi l'équipe fondatrice, on la sent pas? Alors, il y a des sujets de l'ambition. C'est-à-dire que c'est OK. vrai, alors nous, on utilise, mais alors parfois tu mets un peu en amont, mais cette fameuse clause du drag along, donc quand est-ce qu'on vend ou quand est-ce qu'on ne vend pas. OK. Et ça, on l'utilise plus comme un mécanisme de, OK, est-ce qu'on est d'accord là, à l'instant T, qu'on veut vraiment faire une grosse boîte ou est-ce que, je reprends mon exemple, à 50 millions, je vends, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour un fonds tel que le nôtre, ce n'est pas une très bonne performance, objectivement. Mmh. À l'échelle d'un fondateur qui, si les deux, à eux deux, détiennent encore, je sais pas, 70% de la boîte, personnellement, c'est un outcome qui est extrêmement significatif. Et donc, du coup, c'est par exemple ça, sentir qu'à la première offre, on vend, bah, il n'y a pas un alignement d'intérêt. Et encore une fois, il y aura la réalité derrière, et la réalité, elle est ce qu'elle est, et on ne se bloque jamais à une vente, parce que de toute façon, si les fondateurs veulent vendre, on vend. Mais ça, c'est vraiment un truc où il faut être d'accord quand même sur ce qu'on fait. Il y a un autre point, c'est aussi la résilience. Comme l'a mentionné, c'est super, super, super difficile d'être fondateur. C'est bien plus simple d'être VC, on est tous d'accord. Et donc, du coup, il faut sentir qu'à la première difficulté, on ne baisse pas les bras et on ne va pas faire autre chose, quoi. Il faut s'accrocher, il faut être très déterminé, un peu obstiné, parfois un peu têtu. Et ça, on va aussi essayer de vraiment le sentir. Et inversement, si on ne le sent pas trop, ça va être un petit peu plus compliqué pour nous pour avancer. Donc, c'est beaucoup plus de l'intuitu personnel qui est important. Et peut-être la dernière chose que je pourrais rajouter, on aime bien mettre un tout petit peu de friction dans le process parce que c'est là aussi où on se rend compte du fit ou pas. Est-ce qu'on est capable, en étant en désaccord, de quand même trouver un accord commun, donc le VC d'un côté et les fondateurs de l'autre. Et ça, on encourage énormément les jeunes fondateurs à créer un minimum de friction, à aborder les sujets un peu difficiles assez tôt, à la fois entre eux et à la fois avec leurs premiers investisseurs Justement, avant.
On va y revenir là-dessus parce que c'était un point que tu voulais aborder que je trouve particulièrement intéressant. Créer de la friction, on pourrait se dire justement, on n'a pas envie de friction, on veut un alignement parfait d'intérêts, mais là où on peut créer de la friction, il en sort des choses hyper intéressantes. Mais on va y revenir là-dessus, notamment dans la négo avec les investisseurs un peu plus tard. Et il y a un point aussi dont on parlait, mais oui, tu voulais ajouter quelque chose comme. Non, non, je pourrais revenir après, c'est sur les deux autres prérequis qui, pour moi, sont importants, mais je pourrais y Je revenir t'en juste prie, après. c'est le moment justement sur vraiment la base. Là, on est toujours dans, OK, en amont, on vient de créer son projet, on a l'équipe cofondatrice. On s'est dit, OK, on a 50 questions d'ailleurs. Tu as vu, il y a 2 questions où ils veulent tous, hein, de ta liste de 50 questions comme. Donc, tu Je pourras la l'enverrai après, ouais. partager. Donc, avec plaisir. Notez, voilà, on pourra vous la partager et merci comme pour ça. Mais OK, on prépare ça, on se dit, il y a un bon fit, on a passé ce questionnaire, ou en tout cas, on sait qu'on peut aller loin ensemble, on a l'ambition, on est alignés. Et les prérequis, vas-y, je t'en prie. Et donc après, pour moi, il y a deux autres choses avant de vraiment préparer le roadshow, et on va y venir. Il y a avoir une très bonne compréhension de son marché. Donc c'est ce qu'Alison mentionnait aussi. Est-ce que Mais tu as c'est lu toutes les, justement, contrats d'assurance de ton Alors, côté? je sais pas si je les ai tous lus, mais c'est pas justement le détail de chaque contrat d'assurance, c'est plutôt quelle est la structure du marché, quelle est sa taille, quels sont les acteurs, quelle est la chaîne de valeur, quelles sont les marges, quels sont les concurrents, quels sont les différents produits qui vont être adressés, quelles sont les différentes approches. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, quels sont les besoins des clients. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. Et pour ça, nous, on a passé beaucoup de temps, presque 6 mois avec Tom, avant même d'aller commencer à essayer de parler à des fonds, etc. On y reviendra, mais vraiment à parler avec un maximum d'experts, donc des courtiers, des assureurs, des régulateurs, etc. Et évidemment avec un maximum de clients. Et pareil, c'est souvent une phase au tout début qui peut être un petit peu négligée, parce qu'on a envie de se lancer rapidement, on a envie de construire le produit, on a envie de recruter le CTO, les autres membres de l'équipe, et donc de tout de suite se lancer à tête perdue. Mais c'est une phase qui est absolument importante parce qu'elle va conditionner toute l'exécution ensuite. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire en profondeur, prendre le temps qu'il faut pour arriver à cristalliser un petit peu cette compréhension-là. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important et qu'il faut faire de manière assez structurée. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec, pareil, des questions auxquelles on essaie de répondre. Et une fois qu'on a cette compréhension du marché, qui est pour moi le deuxième prérequis, il y a le troisième, c'est quelle est la vision claire sur ce qu'on souhaite accomplir sur ce marché. Donc là, c'est vraiment quel problème on résout, mais dans le détail, en profondeur, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème pendant les 10 prochaines années. Quel est le modèle le plus pertinent pour l'adresser? Parce que pour un même problème, il peut y avoir plein de solutions différentes, il peut y avoir plein de business models différents. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question de quel business model on veut construire et pourquoi. Quelle est la stratégie d'acquisition? Quel est le bon timing? En quoi c'est le bon moment pour lancer cette entreprise maintenant et pas il y a 5 ans et pas dans 5 ans? Quelle est la bonne équipe justement pour résoudre ce problème? Ça, c'est ce qu'on disait. C'est ensuite, il faut qu'il y ait une adéquation évidemment entre la vision qu'on vend, ça c'est ce qu'Alison mentionnait, et l'équipe qu'on construit pour réunir. Mais donc pour moi, c'est vraiment ces trois prérequis que je mettrais avant même de rentrer dans le détail de la préparation du roadshow qu'on va peut-être aborder. Et qu'on va aborder. Et en plus, ce que tu viens de dire là, c'est au-delà de la pertinence hein, de tout ce que tu as dit, c'est ce que tu vas retrouver dans ton pitch deck de Ouais, manière synthétique. Et derrière, et Alison, tu nous confirmes si c'est le cas ou pas, mais les investisseurs vont vous challenger là-dessus. Et ils vont savoir si vous avez de la profondeur, si vous avez de l'expertise. Je ne sais pas ce que tu peux en dire là-dessus, Alison. Je suis extrêmement d'accord, surtout avec le point 2 de Com. C'est-à-dire que tu me demandais qu'est-ce qui serait un no-go complet des fondateurs. Alors, nous, encore une fois, il peut y avoir aucun produit et juste les fondateurs. Par contre, pas de user research. Enfin, ça, c'est no-go. Ouais. Si vous avez prévu de passer les 10 prochaines, 15 prochaines années dans ce marché, ne pas prendre 6 mois pour aller parler à tous les experts, tous les clients et s'assurer du pain qu'on a envie de résoudre avant de se lancer, de créer des statuts, de créer tout le truc et de lancer la machine, pour moi, c'est juste impossible, en fait. Il faut vraiment être sincèrement, en tant que fondateur, convaincu du problème qu'on résout, du marché auquel on s'adresse, de comment il fonctionne, etc. Et donc, moi, je vais souvent poser des questions sur, OK, tu as parlé à qui? Ça s'est passé comment? C'était quoi les objections? C'était quoi les challenges? Parce que, alors, de la même manière, quelqu'un qui dit, ah, mais tout le monde est content, tout le monde attend que mon produit. Bon, en général, ça, c'est quand même pas vraiment la réalité. Donc, d'essayer de vraiment comprendre, OK, quelles sont les vraies peines, quelles sont peut-être les choses qui sont moins attendues. Et voilà, et on va énormément plus parler de ça que du détail du produit. Encore une fois, s'il n'y a pas encore de produit, bah, c'est pas grave, c'est un pari qu'on va faire et c'est peut-être un pari sur la qualité du CTO, voilà, tout un tas d'autres choses. Mais par contre, c'est user research, cette compréhension très profonde du marché,
pour nous, elle est vraiment essentielle en précis. Donc là, vraiment à retenir, préparez-vous un maximum et de mieux placer que vos utilisateurs ou en tout cas des personnes qui ont cette problématique, qui se la sont posées et que vous voulez adresser, vous avez ce genre de retour. Voilà, c'est clair et net qu'il n'y a pas de meilleurs arguments que cela et que vous allez, encore une fois, vous allez retrouver quand vous allez travailler sur votre pitch deck, votre marché adressable, les problématiques, la solution, le facteur différenciant par rapport au marché et à la concurrence. Aussi un point, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si on dit il n'y a pas de concurrence, généralement on se trompe, hein. Souvent, pas toujours, mais souvent. Pas toujours? OK, moi, très bien, mais Pas compris, on est c'est un petit degré d'humilité que Mais j'invite justement les entrepreneurs à avoir des fois, mais ouais, clairement. ça peut poser des questions sur la taille de marché parfois, parce qu'il faut, si c'est un très très gros marché et qu'il n'y a pas de concurrence, c'est souvent un signal qui peut être, enfin, c'est disons très 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 rare. Par contre, c'est possible de pas avoir de concurrence sur un marché qui est beaucoup plus niche, mais du coup, ça soulève d'autres questions aussi, quoi. Notamment la question sur l'expertise. Est-ce qu'on allait vraiment en profondeur, donc qui on veut adresser et autres? Et ce qui revient à ce que vous disiez justement sur la préparation en amont, on a une très bonne connaissance à la fois de notre expertise, du métier, de ce qu'on veut adresser comme marché, mais aussi des personnes qui sont susceptibles d'être les premiers à être susceptibles d'acheter la solution qu'on veut offrir, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit utiliser notre produit, c'est un freemium, peu importe le modèle économique ou comment on veut adresser. Avec le point aussi dont tu parlais, comme sur le fameux go-to-market, Ouais. quelle est notre stratégie pour ensuite adresser cette cible-là, comment on va faire en sorte qu'elle puisse adhérer à ce qu'on veut leur vendre, etc. Donc ça, on se retrouve généralement dans le pitch deck, tous ces différents éléments, donc support inévitable qu'on va partager, qu'on va envoyer à Alison, par exemple, en disant voilà, est-ce que tu peux voir mon pitch deck avec des milliers de mails que tu peux recevoir, que ce soit par semaine, j'allais dire par jour, mais bon, c'est peut-être beaucoup, des milliers, mais t'es pas loin d'une centaine, je pense. Et ça, de toute façon, on va en reparler aussi un petit peu ensemble sur Ouais. comment contacter des investisseurs, et cetera. Mais même avant ça, il y avait un point dont on parlait qui est, tout projet non plus n'est pas forcément ce qu'on dit VC-like, donc compatible à un investissement avec des fonds d'investissement comme le tien avec Partech, Alison. Est-ce que tu nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais. Complètement. Moi, je pense qu'il y a des super boîtes, des super entrepreneurs qui ne sont pas VC-backed, qui montent des beaux business, qui sont profitables. Et clairement, c'est très bien comme ça, parce qu'avant tout, le but d'un business, c'est avoir des clients, générer du revenu, enfin, bon, vous voyez le truc. Donc, moi, c'est un peu lié avec l'ambition. C'est-à-dire, déjà, il y a intrinsèquement, qu'est-ce qu'on veut pour nous en tant que fondateurs? Parce que VC, ce n'est pas juste on lève le seed, c'est on s'y recolle 1 an et demi, 2 ans plus tard pour la A, et puis encore pareil pour la B. Puis plus ça avance, plus les enjeux sont durs, plus c'est compliqué, plus les VC mettent la pression. Enfin, c'est vraiment difficile et c'est hyper gross. Alors là, le marché dit on veut juste croître très, très, très vite, mais bon, faire 3x tous les ans, objectivement, ça met les fondateurs dans la seringue, tous les employés, vous êtes extrêmement challengés. Donc moi, j'invite déjà d'un point de vue fit à se dire, est-ce qu'on veut ça? Et limite à aller parler avec des fondateurs de plus late stage qui ont fait ce chemin et se dire, c'était quoi les moments les plus difficiles et essayer de se projeter dans cette configuration-là et dans des... voilà, quand il faut downsizer une boîte et virer 30% des gens, c'est super difficile. Donc déjà, se projeter là-dedans. Et après, il y a la différence entre le business qu'on veut faire. C'est-à-dire que il y a des business, donc nous on fait quand même beaucoup de tech, donc le software se prête de manière générale plutôt bien à des passes, être backé par des VC parce qu'on peut avoir cette scalabilité et croître assez vite, mais parfois pas nécessairement. Il peut y avoir des softwares qui peuvent être rentables assez vite. Nous, notre fonds de growth chez Partech, leur spécialité, c'est de prendre des boîtes qui arrivent à 10 millions d'ARR. Ils n'ont jamais levé un copec avec un VC et pourtant, ils y arrivent et nous, on injecte pour vraiment passer dans une autre échelle. Donc, il y a beaucoup de business qui sont capables de grossir sans avoir besoin à lever de l'argent avec des VC. Et donc, ça va vraiment dépendre. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans le détail de certains exemples. L'assurance, ça ne marche pas parce que l'assurance, c'est quand même un produit très, très, très complexe. On est obligé d'avoir de l'equity au démarrage, ça ne se bootstrap pas, ça ne marche pas, quoi. Mais par contre, des petites features de software, des plugins, des trucs comme ça, parfois, pas besoin d'argent, quoi. Donc moi, j'invite vraiment, et parfois, moi, je suis assez sincère
quand j'ai des entrepreneurs en face Mais de c'est moi. bien, tu fais bien de l'être. Et donc, du coup, je dis, bah non, en fait, à la limite, lever un 500K avec des business angels qui vous embêteront pas comme nous, et vivez votre vie et vous serez autonome dans vos décisions, dans tout. Et ce sera peut-être pas une billion de la compagnie, mais à la fin, vous aurez quasiment tout votre capital et le jour où vous vendrez, ce sera tout aussi rémunérateur. J'invite C'est un, vraiment. ça, c'est un super point, ça, Et- parce que justement, c'est pour après, derrière, il y a la question, peut-être que tu veux te financer plus tard, donc d'abord, comme tu l'as dit, avec des business angels, pour commencer, pas te mettre la pression maximale dès le début, mais ce que tu as dit aussi, ça fait la passe à toi comme sur justement des secteurs assurantiels, par exemple. Bah, en fait, il y a des barrières à l'entrée réglementaire, je suppose, donc qui nécessitent peut-être aussi pas mal de capital, mais ça, ouais. c'est ton sujet et tu le sais, donc si tu veux ajouter d'autres choses, comme Non, mais je je suis t'en prie. totalement vraiment aligné avec ce que dit Alison et je pense que si on prend un tout petit peu de recul, c'est vraiment important de se rendre compte que pendant longtemps, on a un peu vu le fundraising VC comme une fin en soi, comme quasiment quelque chose de glorifié. C'est la seule manière de réussir. Le montant levé est une indication de la performance de la boîte, etc. C'est faux. Enfin, en tout cas, ma conviction, c'est que c'est faux. Le financement par venture capital, qui est très spécifique, comme l'a dit Alison, c'est un moyen pour aller chercher un type de boîte de performance, de croissance qui est très particulier. Donc, comme l'a dit Alison, il faut se poser la question de se dire est-ce que c'est les bons moyens pour la fin que je me suis fixé? Voilà. Est-ce que moi, je crois en tant que fondateur, parce que c'est une chose de vendre le BP, on va y revenir, mais est-ce que je crois vraiment que je peux faire 5, 10x ou 3x l'année prochaine avec les ressources qu'on a, etc. Est-ce que c'est des contraintes qu'on est prêt à accepter? Parce que de la même manière que je disais il devait y avoir un fit très important entre les cofondateurs parce qu'on s'engage pour 10-15 ans, c'est exactement la même histoire avec les fonds. Quand Alison dit qu'il y a besoin de créer un peu de l'attention, etc. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir une relation de confiance qui est très forte parce qu'on s'engage aussi avec les fonds qui vont être au board, qui vont avoir une décision stratégique, qui vont contrôler et orienter la stratégie de la boîte pour des dizaines, enfin en tout cas pour plusieurs années. Ça peut être 5, 7 ans. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important et c'est pour moi l'indispensable avant de préparer le roadshow. Donc peut-être qu'on va y venir, mais en tout cas, je pense que ça, c'est vraiment le point effectivement qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser en premier. Et Euh, effectivement, on y vient. C'est Bah, du maintenant, coup, le roadshow. allons-y. Comment préparer le roadshow? Parce que Euh, maintenant qu'on s'est dit tout ça sur les prérequis, comment se préparer vraiment, répondre aussi à cette question centrale qui est est-ce qu'on va aller chercher des fonds d'investissement? Je ne vais pas y revenir. Vous venez de très bien décrire les raisons pour lesquelles on pourrait y aller ou pas. Est-ce qu'on va chercher des investisseurs type business angels? Pareil, en fonction de la typologie, on va y retrouver quand même des fondamentaux assez similaires, hein, que ce soit, bah, OK, quel est le marché, qu'on va avoir dans son pitch deck, notre capacité à pouvoir adresser le marché ciblé, notre facteur différenciant, etc., l'aspect concurrentiel, tous ces éléments, bien sûr, que ce soit des investisseurs type business angels ou type de fonds d'investissement, on veut retrouver en fait ces arguments qui permettent de se dire, OK, je crois, toi, en ta capacité, avec l'équipe fondatrice, la complémentarité dans cette équipe, de pouvoir justement exécuter et construire en partant de cette idée à quelque chose qui a vraiment concrètement une utilité et que des gens sont prêts à acheter et qui est ce fameux product market fit. Et donc pour tout ça, comment on va se préparer? Donc il y a raconter l'histoire, un peu comme tu l'as très bien fait, et comme toi aussi tu aimes bien l'entendre et tu nous l'as dit, Alison. Mais après il y a également, OK, on va faire, notre pitch deck. Est-ce que vous aurez quelques conseils sur ces aspects, aussi sur les questions peut-être à anticiper côté, fonds d'investissement, VC ou même, investisseurs, hein, de manière générale, que ce soit business angels? Plutôt pour toi, Alison. Donc, voilà, Ouais, ce que vous alors, avez à dire là-dessus. bon, du coup, je pense que, comme on pourrait dire peut-être pour le deck, en tout cas, nous, bon, il est en anglais déjà, donc rien en français. Simple et court, Et pourquoi déjà, en anglais, et parce pas qu'en fait, forcément en français? on est enfin, c'est un monde, allez, minima européen. Donc, en fait, D'accord. nous, dans nos équipes, en seed, tout le monde parle pas français. Donc, en fait, moi, il faut que je puisse le partager au reste Et de ça mon mais équipe. ça, c'est top et c'est hyper important justement de le partager parce que si vous voilà, vous envoyez votre pitch deck à Alison, à Partech, si vous l'envoyez en français, déjà c'est dommage. L'équipe ne peut pas le lire. Donc, c'est un peu Mais embêtant. c'est des petites choses comme ça qui sont hyper importantes et merci de les partager, mais je t'ai coupé, je te laisse Voilà. continuer. Mais quelque chose de pas non plus trop long. On est alors, ça dépend, mais si on est vraiment en site précis, pas besoin de mettre 50 slides parce qu'on a peu Mais de temps alors, pour combien de slides Non, mais idéalement? ça dépend de comment elles sont 15-20? écrites. Tu me donnes une Voilà, les fourchette? 15-20, si c'est à peu près un ordre de grandeur. Moi, je suis pas pour les decks de 5 pages parce que normalement, il faut quand même dire des choses. Donc, voilà, on peut quand même écrire des choses dans un deck. On peut mettre un peu de détails, mais voilà, pas non plus la tartine. Quelque chose d'assez limpide, bien expliquer l'ambition, le problème, passer pas mal de temps là-dessus. Je vais peut-être mettre des
des no-go, parce que alors, tout ça, c'est la story, mais c'est un peu abstrait. Il faudra prendre des cas pour l'expliquer. Mais peut-être, moi, certains no-go, c'est la taille de marché. C'est-à-dire, je sais qu'on embête les fondateurs avec ça, mais c'est quand même important. On veut des marchés très profonds parce qu'encore une fois, pour construire des grosses boîtes, sachant qu'on ne va pas avoir tout le marché genre numéro 2, il faut quand même des marchés qui aient de la vraie profondeur. Et donc, nous, on dit souvent qu'il faut à peu près 1 milliard du coup sur la France, et donc du coup, on va dire une dizaine, 5-10 sur l'Europe. Donc, c'est à peu près ce qu'on size. Mais par contre, dire, par exemple, une fois, j'ai vu le marché du tourisme, il est super grand. Bon, ben, super. Mais vous, qu'est-ce que vous vendez à l'intérieur de ce marché? Donc, d'avoir vraiment une approche bottom-up, de dire, à peu près, je pense vendre à X par an à ma typologie de clients, et j'ai à peu près tant de milliers de millions de clients dans mon segment. Bon, je fais des maths, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, mais c'est ça me donne une vraie taille de marché. Et on revient à la vraie compréhension du marché dans lequel vous opérez. Des faux chiffres juste pour nous mettre des milliards, on n'est quand même pas complètement bête. On va mieux quitter le truc derrière. Donc, ayons une conversation sincère sur comment vous l'avez construit, pourquoi, et qui sont vos vrais personas et qui vous allez vendre dans un vrai premier temps, etc. Donc ça, c'est un peu une des erreurs les plus, je dirais, fréquentes que je peux voir. Et la deuxième, et après je vais peut-être laisser comme compléter, c'est le BP. Il faut montrer de l'ambition, mais il ne faut pas non plus Quand même, c'est l'équilibre. Voilà, me dire je vais faire 100 000, je suis à 0 aujourd'hui, je vais faire 100 millions dans 3 ans. Bon, il n'y a aucune de nos boîtes n'a jamais fait ça. On sait ce que c'est, que ça prend du temps de construire un produit. Donc, on veut quelque chose qui est à peu près sincère, réaliste, ambitieux. Cet équilibre, j'entends que là, en disant ça, j'ai un peu rien dit, mais qu'il faut ne pas chercher aussi à toujours plaire aux VC. Mais je donne les mêmes conseils quand ils lèvent leur A, leur B, etc. Faites quelque chose dans lequel vous croyez, parce qu'en fait, quand on va poser des questions, si en fait vous-même vous croyez moyen à cette croissance, à cette acquisition de clients, etc., on va finir par le sentir. Donc moi, j'encourage les fondateurs à être plutôt sincères dans leur plan, puis ça passe ou ça passe pas, mais au moins il y aura une vraie adhérence avec le VC, parce que des deux côtés, on aura acheté la même chose, qui serait, enfin en tout cas sera le plan à réaliser a posteriori. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut vraiment aussi challenger. C'est pas évident, parce qu'un business plan avec votre prévisionnel sur 3 à 5 ans, c'est vous avec votre tableau Excel en mettant des chiffres. Hein. Et donc, il y a, comme tu le dis, trouver cet équilibre en n'étant pas déconnecté d'une réalité qui est peut-être la vôtre par rapport au marché, par rapport à votre solution, etc. Mais tout en étant quand même un peu ambitieux si vous envisagez d'être financé par des fonds d'investissement. Et donc, peut-être partager ça avec différentes personnes de l'entourage ou autres, je sais pas, comme toi, comment tu avais préparé ça? Il faut finir des boîtes Ou des boîtes similaires. similaires? Voilà, Ouais. l'acquisition de l'assurance, comme il a parlé à plein de gens dans l'assurance, quoi. Et on sait à peu près c'est quoi un CAC, c'est le nombre de clients qu'on peut acquérir. Ces chiffres, Ouais. ils sont. Non, mais là-dessus, je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Alison. Et peut-être juste pour rebondir sur le BP, après, je vais leur donner peut-être les documents qui étaient importants pour nous. Hein. Après, c'est Ouais, que bien sûr. notre point de vue et la manière dont nous on s'est préparé. Je dis pas qu'il y a une bonne manière de faire. Sur le BP, de la même manière que ce qu'a dit Alison, et je pense très très important sur le marché, de le construire en bottom-up. L'une des manières de pas forcément se planter ou d'éviter certaines erreurs sur le BP, c'est de le construire en bottom-up. C'est-à-dire que souvent, moi je l'avais vu plutôt du côté investisseur pour le coup, mais il y avait des BP en seed où c'était l'input, c'était le taux de croissance mensuel. Donc on disait voilà, on va faire 30% et ça faisait une top line qui partait en haut à droite comme il fallait, mais qui du coup était complètement décorrélé des coûts de people, d'ops, de support, etc. Alors que si on part dans l'autre sens en se disant voilà, quel est le budget marketing que je vais allouer, quel est le coût d'acquisition que je vais avoir en face, qui du coup va me donner mon nombre de clients, combien de clients peut gérer une personne en sales, etc. Et à chaque fois en prenant des hypothèses de marché qu'on peut trouver assez facilement, soit sur Internet, soit en discutant avec des gens qui sont passés par là, ça permet déjà d'assainir énormément le BP parce que on est sûr que si on vend, je dis n'importe quoi, 4 millions de CA dans 2 ans, potentiellement il faut mettre 500 000 euros de budget marketing, plus recruter 4 sales pour pouvoir le gérer, plus une personne en support, etc. Donc c'est un sanity check que je pense qui n'est pas toujours fait en seed et qui permet de construire le BP d'une manière plus saine. Donc, voilà, juste une petite aparté là-dessus. Pour rebondir sur la partie business plan, souvent, Ouais. aussi à un stade comme ça, très jeune du projet, moi j'ai tendance à dire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est l'occasion d'en discuter, en fait qu'il est faux. Il sera toujours faux ce business plan, Ouais. à peu de choses près. Hein. Mais au moins, Sûr. ça permet de démontrer que c'est un exercice et que vous avez fait votre effort sur l'aspect un peu rationnel de comment vous comptez justement développer votre projet, comme tu viens de le dire aussi, comme sur OK, combien tu auras
besoin de personnes à telle année en fonction des recrutements, de tes besoins. Comme tu l'as aussi dit, Alison, sur l'ambition, ça te montre justement des signaux assez forts, mais il sera faux. Il Ouais, sera faux. Complètement d'accord. Mais ça vous permet d'avoir la discussion et la réflexion, exactement. de voir comment les fondateurs réfléchissent, comment ils ont alors, les coûts d'acquisition. On ne les connaît pas. Enfin, on a des idées et on peut se tromper. Et c'est complètement OK de se tromper. Par contre, voir qu'en fait, ils ont parlé à machin, à bidule, comment ils sont arrivés à ce chiffre-là, et après, on peut en débattre ou pas. Ça, c'est le chemin qui est plus important que la finalité. Et bon, j'ai jamais fait l'exercice, hein, mais dans mes boîtes, il y en a qui explosent leur BP. Non, Donc mais ça, ça c'est une nous nouvelle. rappelle Il y en a l'analogie plein qui ne justement le font pas et c'est pas très grave en réalité. Enfin, donc on l'analogie verra. peut-être des cours de maths, bon, voilà, où c'est le raisonnement qui compte et à la fin, si on tombe pas sur le bon résultat, on peut quand même avoir un bon point. Je sais pas si l'analogie marche très bien, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me vient. Euh, et peut-être du coup, très rapidement, pour terminer un peu sur les documents, enfin, on a mentionné le BP, on a mentionné le deck. Nous, ce qu'on avait fait, encore une fois, c'est très personnel, mais quand on va voir des VC, il y a aussi une histoire qu'on va raconter, pas une histoire dans le sens elle est fausse, mais dans le sens où elle a un début, un commencement, une fin, ou en tout cas quelque chose qu'on essaie de raconter, une trame. Et donc nous, on avait fait un document qu'on avait appelé le narrative, qui concrètement, c'était une vingtaine de pages, une trentaine de pages Word, où on racontait vraiment l'histoire de début. Donc pourquoi on a eu cette envie de monter cette boîte-là, pourquoi on la monte ensemble, pourquoi à ce moment-là. Donc en reprenant un peu tous les éléments que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt sur la compréhension du marché, mais on s'était vraiment écrit cette histoire littéralement en essayant de répondre à toutes les questions. Voilà pourquoi la concurrence, pourquoi c'est le bon timing, etc. Donc ça, c'était un premier travail qu'on avait fait, qui est peut-être pas indispensable, mais en tout cas qui nous avait aidé justement à ensuite cristalliser cette histoire dans le deck. Parce que le deck, pareil, il faut qu'il ait cette cohérence. Et donc, c'était de condenser ce texte-là en finalement une quinzaine de slides les plus précises possibles, le plus sharp possible. Donc ça, c'est une première chose qu'on a fait, le narrative. Ensuite, on a fait le deck. Ensuite, quelque chose qui est parfois omis et peut-être qu'on surprépare certaines choses, mais je donne vraiment la manière dont on l'a fait, c'est le document de Q&A. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait ce travail, on s'est dit avec Tom, OK, on va essayer de démolir la thèse. Donc, on va essayer de se poser 30 questions. Alors, ça peut être 15, ça peut être 10, ça peut être 5, mais 30 questions en disant, voilà, si on était de l'autre côté et qu'on voulait prouver que c'était une idée complètement nulle, qu'est-ce qu'on poserait comme question? Et à partir de là, ensuite, on a fait le rôle évidemment inverse de dire, bon, ben, on va essayer de lever toutes ces objections-là. Donc, ça peut être, voilà, pourquoi vous pensez que vous allez pouvoir acquérir des clients de manière rentable? Comment vous allez faire par rapport à tel concurrent, à des très gros assureurs? Comment vous pouvez gagner alors qu'ils ont des centaines d'années de data et des choses comme ça? Donc, chacun pour son modèle, mais on avait fait ce document de Q&A qui nous permettait de préparer aussi des questions que les VC peuvent avoir tendance à poser, parce que c'est leur rôle. Donc voilà, ça, c'est les principaux documents, effectivement, narratifs, deck, Q&A, BP. Et ensuite, un Juste dernier... peut-être avant, les Vas-y. questions notamment que tu aimes poser, si tu en as deux ou trois, Alison, justement pour rebondir sur ce que disait Com sur la liste de questions, pas forcément détruire hein, le projet. Alors, là, on parle dans le Q&A, c'est plutôt des choses relatives au business. Donc, ça va vraiment dépendre du business. Et je trouve effectivement intéressant de faire le double exercice d'objection. Mais bon, là, à part si on parle de russe, sinon, c'est un peu dur d'être général. En revanche, les questions un peu typiques, ben, c'est un peu ce que j'ai posé, on parlait au démarrage, c'est pourquoi vous faites vraiment ça, à quel moment vous vendez, c'est quoi votre complémentarité. Pareil, c'est qui le CEO, c'est qui décide. Si à un moment donné, il y a désaccord entre founders, c'est qui prend la décision. Parce qu'en fait, je sais pas, on est en levée de fonds de votre série A, il y a 3 term sheets qui ont des avantages et des inconvénients. Qui finit par trancher? C'est quelque chose d'assez important quand même. Et c'est pas si simple en réalité. Et ça arrive plus souvent qu'on croit. Donc, c'est plutôt ce genre de questions-là, un peu standard, enfin pas standard, c'est un grand mot, mais voilà, qu'on va poser. Comment ils vont recruter, comment ils vont attirer des talents. Ça, c'est quand même aussi très important. Et il y a une guerre des talents. Alors là, ça s'est un petit peu calmé, mais quand même, quoi, les meilleurs, ils sont bien dans des boîtes. S'assurer que les fondateurs ont une vraie capacité à attirer ces talents, ça, on va aussi pas mal le tester sur comment ils s'y prendraient. Parce qu'ils me disent, bon, il y a différentes méthodes. Il y en a qui ont plus ou moins du réseau, qui ont plus ou moins un bon flair. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce genre de choses. La culture aussi de la boîte. Nous, on veut quand même une culture qui est assez bonne et ouverte envers les employés, quoi. On n'a pas envie d'investir dans des fondateurs qui vont martyriser leurs employés. Donc, on va quand même aussi un peu tester ça. Et peut-être juste pour terminer sur ces documents-là, et j'aurais terminé avec ça, mais c'est vraiment que la forme est aussi importante que le fond. On en parlait sur le BP, c'est qu'en soi, le fond, bah, on peut en discuter, etc.
Mais ce qui va être aussi analysé, c'est justement comment ça va être présenté, comment c'est mis en place, quelles sont les hypothèses qui sont prises. Et c'est presque aussi important parce que c'est vraiment cette question du raisonnement que les fonds vont aussi analyser. Donc je pense que voilà, au-delà d'avoir les 30 bonnes questions, etc., c'est plutôt le fait de se dire j'ai bien préparé en amont, je suis serein sur un certain nombre d'hypothèses, je suis capable de les expliquer, de les argumenter, même si potentiellement elles sont fausses et qu'ils ont beaucoup plus de données que nous pour analyser le vrai du faux. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est important. Et Et en particulier, pardon, vas-y. quand tu veux faire un process qui est assez court, parce que moi j'entends toujours les fondateurs, on veut faire un process très court, on veut être focus, non, non, bon, il n'y a personne qui me dit j'adore lever des fonds, ça serait suspect. Mais du coup, le mieux vous êtes préparé en amont, le plus vite ça peut être. C'est-à-dire que si vous envoyez un Q&A Notion avec un fonds, une fois qu'il y a une certaine marque d'intérêt, hein, bon, ben, vous lui avez mâché son travail, et après, à la limite, peut-être que sur les 30, il y a 20 questions où il a acheté ce que vous avez répondu, il y a plus de 10 questions à débattre dans un call, quoi. Donc, cette préparation en amont, elle est longue, il ne faut pas la négliger. En Ouais. revanche, elle peut vous faire gagner du temps et ça scale, parce que ça, vous envoyez ça à tous les fonds avec qui vous parlez et vous vous en débarrassez quand même, ça filtre énormément. Ouais. Et après, peut-être les deux derniers points pour moi dans la préparation, c'était donc de construire les bonnes relations avant le roadshow. Enfin, on parle souvent du roadshow en tant que tel, mais la grosse partie se joue, je pense, souvent avant. Et c'est ce qui peut parfois être négligé, c'est-à-dire déjà s'entourer quand c'est en seed des bons business angels, les avoir dans leur réseau, parler avec eux, essayer de tirer le maximum de leur relation. C'est avant d'aller voir les investisseurs, de les contacter, on verra comment potentiellement, mais c'est déjà de se faire la liste, de se dire quels sont les investisseurs, quelles sont leurs thèses, parce que on parle des fonds, mais chaque investisseur au sein d'un fonds n'a pas forcément les mêmes convictions. Alison peut faire par exemple de la fintech, d'insurtech, là où Boris ou quelqu'un d'autre fera peut-être d'autres sujets. Donc voilà, chaque investisseur a ses thèses, ses convictions, les modèles qu'il préfère. Voilà, tous les fonds n'ont pas les mêmes thèses en termes de taille de ticket, de type de deal qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est assez important de l'identifier en amont, déjà pour perdre le moins de temps possible, de concentrer ses efforts et pas d'aller taper à la porte de fonds qui, de toute façon, n'auront aucun intérêt à faire le deal parce que ça rentre pas dans leur modèle. Et aussi, pour pouvoir, encore une fois, essayer d'avoir la meilleure relation possible parce que si on a de la chance, en tout cas, l'objectif, c'est aussi de choisir les investisseurs avec lesquels on a envie de travailler, avec lesquels on a envie de s'engager pendant les prochaines années. Et donc, plus on a pu construire cette liste-là ou ces relations en amont, mieux c'est. Et peut-être le dernier point, avant de rentrer sur la prise de contact, c'est le timing. Je pense que pareil, on l'oublie souvent. Donc je pense qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses potentiellement à préparer, ou en tout cas des questions à se poser avant d'y aller. Et il y a aussi le choix du timing. Il faut que les documents, la réflexion, l'équipe, etc. soient en place. Il faut idéalement, je pense, avoir deux, trois fonds avec lesquels on a déjà une relation qui est déjà un petit peu construite, qui ont déjà montré un intérêt pour pouvoir y aller avec un minimum de confiance et savoir qu'il y a déjà potentiellement quelque chose qui peut déboucher. Donc, c'est pas forcément des dizaines, mais au moins d'avoir ces premiers touch points. Et trois, c'est un sujet qui est, je pense, encore très négligé. C'est en tant que fondateur, avoir la bonne disposition mentale. Moi, je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est un exercice qui est éprouvant. Ça peut être plusieurs meetings de pitch par jour avec beaucoup de stress, beaucoup de questions. Ça peut être pitché en plein de formats, 30 minutes, 1 heure, 45 minutes, en visio, en physique, en anglais. Donc c'est quelque chose qui est éprouvant. Et si on y va soi-même en étant déjà fatigué, pas complètement convaincu, avec des mauvaises dispositions ou qu'il y a déjà des tensions avec les cofondateurs, je pense qu'on a beaucoup de chances de se planter. Donc je pense que c'est aussi important de choisir le timing en fonction de là, je me sens bien, je pense qu'on a les bonnes réponses, on a le modèle, on sait ce qu'on veut construire, on a envie d'y aller et du coup, on y va avec enthousiasme, quoi. C'est tout ça sur la préparation, donc hyper, hyper important et clairement, à pas négliger cette, préparation, physique, mentale et d'être dans une bonne disposition parce que, on n'est jamais plus convaincant que quand on est bien ou même nous-mêmes convaincus de ce qu'on a à dire. Clairement, c'est un point qui peut être négligé par moment, mais on a parlé beaucoup de choses sur la préparation. Il est, allez, 43. On va essayer d'accélérer peut-être sur la partie, comment on les contacte, ces investisseurs. Ça revient aussi un peu à la question qu'on se posait sur qui on va contacter. Est-ce qu'on va contacter des fonds d'investissement? On va pas se redire ce qu'on s'est déjà dit sur est-ce qu'on est, compatible avec des fonds d'investissement en termes de financement? Il y a aussi, côté business angels. Comment on arrive à définir un peu ça? Et ensuite, comment on les contacte? Qui Ouais. veut, rebondir là-dessus? Euh, je peux rebondir très rapidement, mais on a déjà parlé des modèles, de voilà, quel type de capitaux était nécessaire pour quel type de modèle, donc on va pas forcément revenir là-dessus. Je pense qu'il y a un point sur la prise de contact, et je laisserai Alison compléter, c'est, voilà, encore une fois, c'est un
people business. Donc, je pense que c'est les cold outreach, ce genre de choses-là, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer de nouer des relations en amont. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais idéalement, c'est le réseau. Donc, c'est aller voir des business angels qui peuvent vous faire des introductions à des fonds. C'est aller voir des fondateurs, et vous en avez forcément dans votre réseau, qui peuvent vous faire des introductions aux fonds que vous avez identifiés. Et encore une fois, si vous avez bien préparé, que vous savez pourquoi vous voulez les contacter, c'est très facile d'avoir une introduction. Parce que dire, bah voilà, je sais qu'il investit dans l'InsurTech, il a tel type d'intérêt, je pense que ce serait intéressant de discuter. Donc voilà, essayer de trouver ces introductions-là, que ce soit sur des événements, par le réseau, etc. Et je pense que le point clé aussi, c'est que les VC, Alison va me coller peut-être, mais ils vont analyser aussi la manière dont vous faites l'outreach. Et donc, c'est un signal en soi, la manière dont vous arrivez à les contacter. C'est-à-dire que, en tant que fondateur, comme elle l'a dit, vous allez devoir recruter des talents qui sont souvent chassés par d'autres startups. Vous allez devoir lever d'autres tours de financement après. Donc, la simple capacité à trouver les bonnes introductions, à pouvoir vous présenter correctement, c'est un signal sur votre capacité en tant que fondateur à potentiellement vendre votre produit, recruter, etc. Donc, C'est une j'essaie de très belle compléter. passe en plus à Alison, hein, sur D'accord. ouais, C'est comment un test en soi. C'est-à-dire que c'est pas on n'est pas en train de le tester que pour le site. C'est-à-dire ça va être la même chose. Voilà. Enfin, je paraphrase comme pour les talents, pour des clients ou des partenariats potentiels après par la suite. La série A, la série B, c'est toujours la même chose. Donc le réseau des fondateurs, cette capacité à être un peu à attirer tout le monde autour de soi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime, c'est qu'on a nos fondateurs qui parlent à un journaliste, à un partenaire potentiel, à un candidat, etc. Tout le monde en ressort en mode « Ah, j'ai envie de travailler avec eux, j'ai envie d'être partenaire avec eux, etc. » Donc, c'est ce seed pré-seed est un premier test de cette capacité à naviguer, à comprendre le marché, comprendre les enjeux. Et un business angel de votre secteur qui accepte de faire une intro à un fonds, pour nous, c'est une prévalidation de c'est suffisamment legit, c'est suffisamment sérieux, ils ont déjà suffisamment fait leur devoir, parce que nous, on les connaît tous très bien, ces business angels, on leur fait confiance. Donc, bon, voilà, la personne était d'accord de mettre un petit peu sa crédibilité en jeu en nous faisant l'introduction. Et donc, c'est un must. Et inversement, objectivement, les cold reach sur LinkedIn ou ce truc, on n'y répond pas parce que je regarde même pas combien j'en ai par jour, mais ce serait même pas gérable. Il faudrait mettre un analyste full-time pour répondre à des choses non qualifiées, quoi. Et pareil, regardez, on a quand même des sites internet. Moi, il y a écrit noir sur blanc que c'est du seed. Quand je reçois quelqu'un qui me dit qu'il veut lever 10 millions, bon, en fait, vous n'avez même pas fait vos devoirs. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Moi, je ne prends pas le temps de répondre, je ne vais pas faire les miens. Donc, on dédie autant de temps qu'on veut, mais par contre, il faut arriver préparé parce que sinon, on ne s'en sort pas. Ça, c'est des points super intéressants ce que vous partagez là, parce que cette méthode de pouvoir aller contacter des investisseurs, c'est pas forcément la même qu'on pourrait utiliser, qu'on contacte, comme tu viens de le dire, Alison, en fonds d'investissement type Partech, justement sur le seed, sur la partie FinTech ou InsurTech. On se dit, OK, Alison, c'est une bonne personne qu'on peut joindre. Là, on peut essayer de... Est-ce qu'on peut jouer de réseau? Est-ce qu'on a quelqu'un qui connaît Alison dans son réseau? OK, peut-être pas. Mais peu importe, là, on peut faire, comme tu l'as dit, c'est de voir, essayer d'avoir bien une thèse et un petit email qui avec une belle accroche, qui sait bien définir qui on est, notre valeur ajoutée et pourquoi nous, plutôt que d'autres, en termes d'investissement avec Partech et avec toi, Alison, notamment. Donc, on personnalise. Et ça, comme vous l'avez dit tous les deux, on le sait, que ce soit sur différents domaines, que ce soit l'aspect commercial ou autre, on essaie de personnaliser les approches et que ce soit de l'outreach. C'est possible de faire de l'outreach sur des business angels ou sur d'autres personnes pour essayer justement de construire ces premières relations. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un réseau, toi, comme par exemple, tu as travaillé dans les fonds d'investissement, tu avais déjà un réseau très bien établi, Ouais. etc. Pour des personnes qui n'ont pas cette chance, vous pouvez le construire. Et ça aussi, c'est un signal très important à montrer. Votre capacité à démontrer, vous pouvez créer du réseau. Et en tant qu'entrepreneur, et notamment si vous êtes le ou la CEO de la boîte, c'est votre rôle. Vous êtes le VRP ou la VRP. Et vous devez pouvoir créer du réseau. Et comme tu l'as dit, Alison, de l'intérêt autour de soi, de son projet, de sa vision, de cette capacité à fédérer autour de ça. Donc, si vous n'arrivez pas, ça va être compliqué de Non, pouvoir parce peut-être qu'il y a lever des fonds. pendant la user research, cette fameuse user research, vous parlez à tout votre écosystème d'un point de vue business, que ce soit Oui. les futurs clients, les partenaires, je fais des réassureurs, pour prendre cet exemple. C'est à cette occasion-là aussi que vous rencontrez des gens qui ont eux-mêmes du réseau et si ils achètent votre projet, votre personnalité, votre ambition, vous feront ces intros-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Et pourront même peut-être Personne investir n'a pas aussi. de réseau, en fait. Ça n'existe pas, en fait. C'est au cours, ça se construit. Il y en a qui ont plus ou moins au démarrage, mais en fait, de toute façon, ils l'ont construit à un moment donné et personne ne vous donne du réseau. Donc, c'est cette construction en permanence qui est la bonne dynamique à avoir et
un point essentiel parce qu'en fait, c'est une arme essentielle pour construire une grosse boîte sur le long terme. En fait. Donc, on ne peut pas y couper en réalité. Il est déjà 50. Est-ce que justement ces discussions seront un épisode 1 et suivi d'un épisode 2 sur quels sont les documents juridiques, comment préparer, là pour le coup, la négociation avec les investisseurs dans une lettre d'intention, comment se préparer à tout ça? Nous, on vous aide évidemment sur Clégal à générer votre term sheet pour vous préparer notamment, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre d'intention? Tu parlais justement du drag along tout à l'heure, Alison, sur OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre à ce moment-là? Le drag along, c'est quoi? C'est une obligation de sortie à un moment où on a une offre d'achat par rapport à un acquéreur en face, quel qu'il soit, une autre startup plus grosse, un fonds d'investissement, un industriel, peu importe, mais qui serait prêt à acheter 100 ou 90 de la société. Et s'il y a une partie du capital et des droits de vote détenus par les associés qui disent OK, nous, on veut vendre, ça oblige les minoritaires aussi à vendre. Donc, c'est une mécanique qui est ultra courante, qui se retrouve partout, y compris dans le pacte d'associés fondateurs dont tu parlais comme Ouais. au tout début, qui est intéressant et qui est aussi important à prévoir entre vous. Et donc, tout ça pour dire, il y avait plein de sujets dont on voulait parler, mais on a parlé déjà de beaucoup de choses sur cette partie préparation. Il nous reste 10 minutes. Je me dis, c'est peut-être l'occasion de passer à vos questions, vous, nos auditeurs ce matin. Est-ce que vous en avez? C'est l'occasion vraiment de pouvoir bénéficier du retour d'expérience de nos super invités ce matin. Et puis s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai plein, hein. Alors, on les voit dans questions-réponses parce que la liste des 50 questions entre fondateurs, ça a fait un tabac et tout le monde les demande pour toi comme. Je pense qu'il y a la liste J'enverrai le lien. ouais, des 30 questions aussi que tu avais préparées pour Urus. Je pense que c'est des éléments qui sont hyper intéressants. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Mais on était sur justement comment contacter les investisseurs, qu'est-ce qu'on va y mettre, les signaux positifs. Donc, on a donné pas mal d'éléments. Et comment anticiper maintenant, du coup, et préparer un peu sa levée? Ce serait quoi les bons conseils là-dessus pour justement, est-ce qu'on se dit, on a préparé tout ça, mais maintenant c'est si on rentre un peu dans le concret, est-ce qu'on doit s'attendre justement à une lettre d'intention, sur par exemple la partie valorisation? Tiens, il y a souvent cette question qui vient, on se dit: «Bah, on attend que les investisseurs nous donnent la valo». Mais est-ce que de notre côté, on ne se prépare pas non plus aussi à peut-être une fourchette, ou est-ce qu'on proposerait pas, si on est avec des business angels, à proposer une valorisation? Quels sont vos conseils sur cet aspect-là purement peut-être financier, mais qui se retrouve dans la préparation de la levée et la lettre d'intention notamment? Bah, effectivement, c'est-à-dire qu'entre fondateurs, je pense qu'il faut avoir une idée de combien on veut lever, ce qui va aussi dire, statuer un petit peu de la valorisation. Si on part d'une dilution à peu près acceptable, ça vous donne un petit peu des ranges de paramètres pour ces deux trucs. Donc effectivement, je pense qu'il faut se mettre un peu d'accord entre fondateurs. Par contre, donc à part si vous levez avec des business angels, donc là, c'est un peu au fondateur de setup le valo parce qu'il va falloir syndiquer. En revanche, avec les fonds, c'est quand même les fonds qui décident. Après, on est très libre de C'est refuser. dit par un fonds d'investissement, donc attention à prendre ça avec des pincettes. Non, mais bon, Non, non, voilà, mais c'est vrai. enfin, juste, ça nous met de l'argent, donc on décide. Mais du coup, c'est une discussion. C'est-à-dire que soit on tombe, on est d'accord, bon, bah, dans le cas, ça n'a pas pris très longtemps. Soit il y a un écart qui est trop fort, et dans ce cas-là, pareil, on arrête. C'est-à-dire que si il y en a un qui veut 10 et l'autre qui veut 30, en fait, on va pas débattre, ça ne sert à rien. Et si on n'est pas très loin de la balle, bon, bah, là, on rentre dans des discussions. Il y a plein d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer, et chacun fait un pas vers l'autre. Et c'est là d'ailleurs où on voit les discussions, c'est-à-dire que si tout le monde essaye d'avancer, que bon bah je lâche ce point-là parce qu'effectivement je sais pas quoi, et les fondateurs lâchent celui-ci et on se met d'accord et on voit qu'il y a une bonne dynamique, qu'on explique bien les termes, pourquoi ils ont lieu d'être, etc. Bon, en général, ça se passe quand même en une semaine, c'est fait et c'est assez smooth, quoi. Mais oui, donc vous pouvez avoir une idée de votre valorisation attendue, mais n'oubliez pas que c'est quand même le marché qui décide et c'est vrai en seed et ce sera vrai tout le temps par la suite. Donc bon, parfois on est gagnant quand on lève en 2021, on l'est un peu moins quand on lève en 2022, encore moins en 2023. Bon, bah, live, quoi. Mais bon, ça, malheureusement, on peut pas faire autrement. Ouais, c'est le contexte. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose comme? Non, mais je pense, enfin, clairement, c'est effectivement les fonds qui décident. Et encore une fois, je pense qu'il faut pas. Enfin, parfois, les gens sont arc-boutés là-dessus. Et donc, c'est
il faut plutôt voir encore une fois que c'est pas une fin en soi. La vie de la boîte, elle va être longue, comme l'a dit Alison, il va y avoir des cycles, des hauts, des bas, etc. Et parfois, j'avais vu plutôt de l'autre côté, mais des investisseurs qui vont être arc-boutés là-dessus sur un point de pourcentage, etc. Et qui du coup vont pas construire la bonne relation avec les fonds. On s'engage sur le long terme, donc il faut arriver à trouver quelque chose qui permette d'accomplir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, c'est surtout les montants qu'on veut lever pour atteindre le BP qu'on a vendu. Donc ça, c'est important d'avoir une conviction forte là-dessus et pas de lever 1 million si on pense qu'on a besoin de 3 pour atteindre l'objectif suivant, parce que comme encore une fois, on va devoir relever. Donc, il faut être clair pour que les montants associés permettent d'aller atteindre le milestone suivant qui permettent de lever le tour suivant. Donc ça, je pense qu'il faut être très clair avec ses cofondateurs là-dessus sur quelles hypothèses on prend. Et ensuite, sur la valeur, voilà, c'est une négo et pas forcément être arc-bouté parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte sur les termes, la relation et le fait de choisir les gens avec lesquels on a envie de travailler. Enfin voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête, mais il ne faut pas se fixer que là-dessus, surtout en early stage, parce que, in fine, sur 10 ans, ça ne va pas avoir l'énorme impact. Et du coup, ça nous a donné le temps d'avoir quelques petites questions dans le Q&A. Et donc, il y a une première question qui est celle de Stéphanie. Est-ce que le business model et le statut juridique jouent sur le type de financement à aller chercher? Le statut juridique, je vois. Bon, le statut juridique, ce sera plutôt une SAS, en tout cas, gardez ça en tête. Ce serait une société par action simplifiée, généralement. Statut que toutes les startups utilisent parce que c'est la plus simple et la plus flexible. Et ce que aussi attendent les investisseurs. Si c'est une SARL, ce sera plus compliqué. Il faudra changer de forme. On l'a vu d'ailleurs avec quelques utilisateurs, nous, qu'on a accompagnés. Mais peut-être le plus pour le modèle. Oui, ben, le modèle, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est est-ce que c'est quelque chose qui scale, donc bon, désolé pour les anglicismes, mais qui peut avoir atteint cette hyper growth, j'ai compris. Cette hyper Cette croissance. hyper croissance, ou pas, donc de ces fameux 3x tous les ans, etc. Donc, il y a des modèles qui s'y prêtent. Vous vendez, je ne sais pas moi, tout ce qui est DNVB, donc je ne sais pas, je sais pas, des pulls ou j'en sais rien. Bon, en e-commerce, ça s'y prête un petit peu moins, ou des cosmétiques, voilà, que si vous faites de l'assurance ou un software, etc. Donc, bien sûr que le business model dépend du coup un petit peu de la croissance de la boîte et donc de son financement et de l'appétence avec un VC ou plus d'autres types de financement, voire de la dette bancaire. Quand on lance une boulangerie, on va avoir sa banque, on ne va pas avoir un VC. Bah oui, bien sûr. Non, mais Oui, je t'en prie. c'est les exemples aussi qu'on avait, c'est par exemple les boîtes hardware, c'est très spécifique et enfin il y a des VC qui le font pas pour ces raisons-là ou qui sont spécialisés parce que c'est un business model qui est très compliqué avec des cycles de production qui sont différents, de l'IP à développer. Donc voilà, je pense que ça c'est un exemple typique où le business model peut avoir un impact très fort sur le type de financement qu'on peut aller chercher, quoi. Autre question de Fédon. Merci pour ta question, Fédon. Et donc, est-ce que vous conseillez de vous faire accompagner par des structures spécialisées pour cette phase, pour du seed, lever des fonds, identification de BA, VC, mise en relation, aide juridique? Moi, mon seul conseil, c'est un très bon avocat. Ça, c'est vraiment important, qui est recommandé par des copains entrepreneurs, qui a une vraie idée des standards de marché et qui ne va pas faire tourner le compteur en vous promettant je ne sais quoi. Parce que, bon, ça peut vraiment planter un deal. Enfin, nous, Mais en là, tu as donné la description de Seed Legals en quelques mots et avantages, donc c'est parfait. Merci, voilà. Alissa. Parce que voilà, nous, des avocats qui arrivent en face avec des demandes irréalistes, on dit bah non, en fait, juste si vous ne voulez pas, partez avec quelqu'un d'autre. Donc vraiment, qui connaissent vraiment le marché, qui ont accompagné beaucoup et qui savent qu'est-ce qu'il faut vraiment défendre. Parce que forcément, il y a toujours de la négociation, mais qu'ils n'aillent pas demander des choses absolument aberrantes. En revanche, en seed, nous, on vous déconseille, j'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute, mais ainsi, mais des leveurs de fonds, parce que honnêtement, on a passé tout le webinaire à parler du fait qu'on parie dans des fondateurs. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir des fondateurs en face de moi qui sont allés eux-mêmes chercher leur marché, qui ont eux-mêmes construit leur deck, leur story, leur narrative, etc. Il n'y a que ça dans la boîte. Il n'y a que 2, 3, 4 fondateurs. Enfin, si on rajoute un intermédiaire, parce que vous ne pouvez pas aller voir les fonds vous-même, en fait, game over. Donc, les intermédiaires, c'est un peu après, quand il y a plus d'enjeux, quand il y a plus de choses à structurer, que ça prend plus de temps et que ça fait gagner du temps, effectivement, aux fondateurs, ça, pourquoi pas. Et il y a en tête que c'est très franco-français de faire ça et que ça étonne très, très, très souvent les VC anglo-saxons d'avoir des leveurs de fonds. Je confirme. Nous, Seed Legals, qui sommes aussi une société en Angleterre,
il n'y en a pas vraiment, hein, des leveurs de fonds. Après, on sait que c'est quand même effectivement plus pratiqué ici en France, mais je te rejoins sur le conseil, Alison, et sur les pratiques de marché, sur du seed, pré-seed. Typiquement, nous, on en a des centaines de données, on sait très bien les pratiques de marché. Donc, évidemment, on a, si besoin, du conseil juridique avec nos avocats sans aucun souci. La plateforme vous aide là-dessus. Je finis cette parenthèse assez promotionnelle, mais comme tu veux ajouter un point? Non, enfin franchement, là-dessus, je suis juste aligné. Et juste pour un détail que Alison a mentionné, mais qui est important, c'est encore une fois, souvent les leveurs, ils vont pour justifier leur valeur et voilà, et construire le BP, construire les hypothèses. Et si vous ne les êtes pas appropriées, c'est très très dur à défendre. Un BP dans lequel on n'a pas mis les mains, qu'on n'a pas construit soi-même, au début, c'est très dur à défendre. Donc je pense que c'est important de connaître par cœur ses KPIs, par cœur ses hypothèses, pour pouvoir y répondre au mieux. Donc je suis aligné, je pense que tout début, c'est pas forcément nécessaire et par contre, potentiellement plus tard, si les besoins sont là, mais peut-être pas en cycle. Il est midi. Merci beaucoup. Je ne vais pas fermer tout de suite là comme ça, de manière abrupte, mais peut-être une dernière question pour terminer. Juste, j'ai mis le co-founder questionnaire, je sais pas si vous le voyez dans le chat, j'ai mis le Ouais, lien. C'était c'est celui de parfait. First Round. Donc ceux qui Merci. veulent, vous pouvez cliquer dessus et vous Bah, l'avez. n'hésitez pas à cliquer dessus, effectivement, parce que, comme vous le savez peut-être, sur Zoom, si on quitte du coup le webinaire et qu'on termine là, vous ne pourrez plus cliquer sur ce lien, donc n'hésitez pas à le cliquer et à regarder ça. Merci beaucoup, hein, pour le partage, comme c'est Non, très sympa de ta part. Et il y a des éléments aussi, on se fera peut-être un épisode 2, hein, si vous êtes partants tous les deux sur le reste, hein, sur la négociation de la term sheet, parce qu'il y a d'autres éléments aussi à parler. Il y a bien sûr les questions d'assurance, parce que bah, il y a des assurances hommes-clés, d'autres éléments que certains fonds peuvent demander ou pas, hein, ou qui sont même importants pour vous dans le cadre du développement futur de votre boîte. Et bien sûr, Horus peut vous aider là-dessus. bah, je peux Donc, le dire en deux mots avec plaisir. s'il reste une minute, mais effectivement, c'est pas le sujet auquel on pense tout de suite quand on veut faire ça lever, et heureusement, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont plus importants avant. Néanmoins, c'est quelque chose qui va souvent être demandé au moment de la levée de fonds ou juste après. Et donc là, il faut avoir les bonnes couvertures pour se protéger parce que bah, quand on est une startup, on est globalement dans une situation qui est encore fragile, que ce soit d'un point de vue financier ou même d'un point de vue exposition au risque. Et donc, typiquement, ce qui va être demandé, c'est la RC Pro que vous connaissez peut-être, donc qui va vous protéger contre tous les dommages que vous pouvez causer aux tiers, aux clients, etc., que ce soit en développant un software, en ayant un site d'e-commerce, etc. Donc ça, c'est une première garantie qui est essentielle à avoir. Potentiellement assurance de votre local, on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment juste s'il y a un incendie, un dégât des eaux, du vandalisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour pas perdre tout le matériel que vous avez. Et puis, ça, je pense que c'est un point très important au moment de la levée de fonds, c'est l'assurance responsabilité des mandataires sociaux. Et donc concrètement, ça, c'est qu'en tant que dirigeant, vous avez plein de contraintes auxquelles il faut faire face. Il y a du droit social, du droit environnemental, le droit des salariés, etc. Et donc, parfois, de bonne foi, on peut commettre une erreur et avoir sa responsabilité engagée. C'est-à-dire que sans le vouloir, on a fait un bridge sur le RGPD, sans le vouloir, on a enfreint un règlement qu'on ne connaissait pas. Et dans ces cas-là, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Et donc là, on le sait pas, mais c'est les deniers personnels du dirigeant qui sont engagés. Et donc, bah, cette assurance va permettre de couvrir ces compensations financières en cas de litige. Donc ça, je pense que c'est une assurance qui est quasiment obligatoire. Je ne sais pas si Partech la demande, je crois que oui, de mémoire. Mais donc voilà, c'est une assurance qui est absolument indispensable. Et il peut y avoir aussi l'assurance homme-clé. Voilà, si vous avez un business qui dépend très fortement d'une personne, je dis n'importe quoi, vous faites une boîte d'IA générative en ce moment, et il y a un cerveau derrière tout ça qui est en train de développer ces modèles complexes. Bon, bah voilà, si la personne décède ou a une invalidité, potentiellement, ça met tout le business en risque. Et donc, bah, il y a une assurance, pareil, qui permet de se protéger contre cette éventualité-là en permettant de remplacer la personne ou d'indemniser de manière financière. Donc voilà, ça, c'est vraiment les indispensables. Et après, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais il faut bien penser à prendre l'assurance santé, prévoyance, évidemment, potentiellement assurance cyber selon les secteurs. Donc voilà, il y a pas mal de couvertures à aller chercher et qui sont importantes, mais on pourra en rediscuter pour ceux que ça intéresse. Et tu as bouclé la boucle avec cet indispensable, avec ce thème des indispensables pour lever des fonds. Merci encore 1000 Bah, fois merci à vous. à vous deux pour votre participation. Merci Alison, merci Com. Le petit lien sur le questionnaire, je l'ai mis en réponse parce que peut-être le chat n'est pas actif, mais Ah, peu pardon. importe, on pourra aussi vous l'envoyer. Non, c'est côté Zoom là-dessus, mais on pourra vous le partager aussi de notre côté. Moi, je me le suis mis dans un coin justement du bureau, donc on pourra vous le partager pour les participants. Euh, Merci encore une fois. Bah, Passe merci une de nous très avoir bonne reçus. journée, Merci avec beaucoup. plaisir, Et et puis, n'hésitez peut-être pas un si vous avez des épisode 2 questions. alors. Ouais, Peut-être. Avec merci. plaisir. Très bonne journée. Ouais, Merci à vous. Au revoir Au tout le monde. revoir. Bonne journée. Bonne journée.